Bonsoir. Merci. Merci d'être si chaleureux pour commencer. C'était important parce que on m'a dit au départ, attention, c'est pas un meeting, c'est la présentation d'un livre. C'est la présentation de propositions. Et ce sont des propositions économiques très importantes parce qu'il s'agit des propositions 5 ans pour l'emploi. Et donc tout ça demande une concentration de vos esprits. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner le cœur, d'abandonner l'essentiel qui nous relie à Alain Juppé, c'est-à-dire ce lien affectif auquel nous sommes très attachés. Je veux vous dire que je suis très confiant. Je suis très confiant malgré une situation de notre pays profondément dégradée. Mais si je suis confiant pour les prochains rendez-vous politiques, c'est parce que je suis convaincu qu'Alain Juppé est l'homme de la situation. Pourquoi? Au fond, parce que sans doute que depuis le temps où nous faisons les uns et les autres de l'action publique, on a sans doute rarement vu une situation aussi grave. Ce qui caractérise notre pays aujourd'hui, c'est l'état de gravité des problèmes que nous avons à affronter. On va parler de l'emploi, puisque Alain fait pour les 5 ans qui viennent de l'emploi sa priorité, une priorité qui va tous nous rassembler. Mais quand on voit la situation de la France, de ce quinquennat du président Hollande, plus 20% de chômage en France, moins 10% de chômage dans l'Europe. C'est-à-dire à la fois un échec absolu et un échec relatif par rapport aux pays voisins. Dans cette gravité de notre pays, on voit les uns et les autres, je vois ici de très nombreux parlementaires, de maires, d'élus qui connaissent la situation de terrain. Si je vous cite le modeste exemple du département de la Vienne, 300 dépôts de bilan en 2014, 350 en 2015. Nous perdons de la valeur, nous perdons des cerveaux, nous perdons des capitaux. Le pays perd sa valeur et perd de sa substance aujourd'hui. C'est pour ça que le redressement est un impératif et c'est pour ça qu'il nous faut mesurer la gravité de la situation. Gravité intérieure, mais aussi, je ne veux pas m'étendre longuement sur ces sujets, évidemment vous attendez Alain, mais quand on regarde la situation internationale, là aussi, depuis de très nombreuses années, on n'a pas vu une situation aussi dégradée. Que vous regardiez ce qui se passe au Levant, que vous regardiez les tensions, que vous voyez un avion turc descendre, un avion russe descendu par des troupes turques, que vous voyez ce qui se passe, et même en Irak, quand nous gagnons une place, une position, souvent nos adversaires transfèrent leur méchanceté, leur terreur en Libye, à la frontière de ce peuple engagé dans un projet nouveau de démocratie, à la porte de la France, au peuple frère, la Tunisie. Et quand on regarde la situation nigérienne, quand on regarde tout autour de la France, on se dit que non seulement notre situation est dégradée, mais en plus, autour de nous, il y a des menaces dont le terrorisme est l'une des plus fortes. C'est dans cette situation de gravité que va se faire le choix pour la France de notre président. Et dans cette situation de gravité, je vous l'assure, on ne va pas rechercher le slogan, on ne va pas rechercher la promesse, on ne va pas chercher le marketing et l'affiche, on va chercher de la solidité. La réponse à la gravité, c'est de la solidité. C'est ce que nous allons voir ce soir avec le projet que nous présente Alain Juppé. Alain Juppé, je le connais bien, je suis un témoin. Des héros, des sages, des talents, j'en ai vu dans la politique française. Oh, j'en ai vu des séducteurs. Mais ceux qui sont fiables, qui ont les idées, qui les appliquent, qui ont cette conscience de la fidélité, qui ont le sens de l'éthique de l'État, de la responsabilité, ils sont rares ceux-là. Et nous avons la chance d'en avoir un parmi nous, la capacité de désintéressement, de s'engager 5 ans pour l'emploi, 5 ans pour un quinquennat, et non pas 5 ans pour être réélu. C'est cette forme d'engagement, cette éthique de la responsabilité
qui fait que j'ai confiance en lui. Alors, je ne veux pas être plus long, mais sachez qu'on va parler projet aujourd'hui. Et c'est très important que nous parlions perspective, parce que les Français ne croient plus beaucoup aux paroles politiques, mais la nôtre, celle qui va nous rassembler, nous qui soutenons, agit. Cette parole-là, elle a une différence avec tous les autres. C'est que c'est une parole sur la fiabilité de laquelle on peut compter. C'est une parole que tous ensemble, nous allons engager. Avant d'entendre le projet d'Alain, une introduction brève de 3 témoins qui ont un caractère bien affirmé les uns et les autres. Je vais demander à Benoît Paru de nous placer la publication de ce 3e livre dans la stratégie programmatique d'Alain Juppé. Je demanderai ensuite à Virginie Calmels qu'elle nous dise un peu la place des entrepreneurs. Nous sommes pour une politique de l'offre, nous sommes pour une politique de l'entreprise, mais les entrepreneurs, quelle est leur place dans cette dynamique Juppé? Et Maël de Calan, lui, va nous dire pourquoi il soutient Alain, pourquoi sa génération, pourquoi cette mobilisation aujourd'hui des jeunes pour Alain Juppé est si forte, quelle est votre attente. Merci à tous, la parole est à Benoît Paru. Merci Jean-Pierre. 3 mots très rapidement pour vous expliquer pourquoi ce livre est le 3e. Pourquoi Alain Juppé a décidé de présenter 3 ouvrages sur 3 thématiques différentes. La première raison, c'est qu'il lui a semblé essentiel de poser les 3 axes majeurs de son projet politique. Le premier axe, et donc le premier ouvrage, c'était l'école. L'idée que l'école, c'est en fait le socle de toutes les politiques publiques. C'est par l'école qu'on va forger des citoyennetés, qu'on va préparer des jeunes à trouver un emploi. C'est par l'école qu'on va créer une culture commune, une identité commune à toute une société. C'est donc le socle du projet politique et la raison pour laquelle il a décidé de consacrer ce premier ouvrage à cette thématique. Deuxième axe, l'idée de se dire qu'il faut que la France retrouve un État puissant, un État fort et réengage ses finances, réengage sa stratégie, réengage son autorité sur les sujets dits régaliens de l'État, la justice, l'immigration, la sécurité ou la laïcité. Et puis, 3e ouvrage, 3e axe, celui qu'il va nous présenter ce soir, l'économie bien évidemment, avec la nécessité d'une stratégie déterminée pour l'emploi, avec l'idée bien évidemment qu'il faut redonner de la liberté économique. Autant sur l'État régalien, il faut que l'État se réinvestisse, autant à l'inverse, sur évidemment les sujets économiques, il faut que l'État se désengage. Ça, c'est la première raison. Il y a 2 autres raisons, et je serai très bref. La deuxième raison, c'est qu'on a souhaité un projet sérieux, crédible, posé, comme Jean-Pierre vient de l'indiquer. Marre, quelque part, de ces campagnes électorales qui riment souvent avec des slogans, avec beaucoup de marketing, mais finalement avec un projet peu établi. L'idée de se dire, si on fait 3 livres, c'est pas pour consacrer 10 pages par sujet et rester à la surface des choses. C'est bien pour aller au fond des problématiques, au fond des projets et avoir des propositions très crédibles. Enfin, et c'est peut-être la raison principale, notre idée, c'est de se dire que nous devons éviter les 2 écueils traditionnels des campagnes électorales. Le premier écueil, c'est de faire une campagne à gauche et d'essayer de gouverner en social-libéral. C'est l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui avec François Hollande, qui nous a fait une campagne électorale à gauche tous, et qui essaie maintenant de faire autre chose. Il n'a pas la légitimité nécessaire pour gouverner tel qu'il le fait aujourd'hui, ou tel qu'il voudrait le faire. Raison pour laquelle nous souhaitons poser le projet, poser le programme, avant bien évidemment de le mettre en œuvre. Mais en même temps, on ne peut plus se contenter d'une formule consacrée, qui consiste à dire qu'il faut tout faire avant, tout dire avant, pardon, pour pouvoir tout faire après. Ça, on le dit depuis 30 ans. Et donc la question pour nous, c'est comment on gagne en crédibilité. Parce que là encore, comme l'évoquait Jean-Pierre à l'instant, les Français ne nous croient plus, ne croient plus nos campagnes électorales, ne croient plus nos projets électoraux. C'est vraiment la raison pour laquelle on a souhaité poser par écrit, de façon profonde, les choses, au travers de ces 3 livres, mais au travers aussi d'une quinzaine de brochures comme celle-là, thématique sur l'agriculture, qui est sortie, et une quinzaine d'autres brochures qui vont sortir. Parce que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse Alain Juppé, c'est de se dire que le temps n'est plus à la conquête du pouvoir,
pour la seule conquête du pouvoir, mais bien à l'exercice du pouvoir. C'est le rôle d'un chef d'État. C'est la raison pour laquelle il se projette sur un mandat unique, pour être désintéressé et faire le job. Voilà la raison d'être de ces 3 ouvrages, voilà la raison d'être de la dizaine de brochures que nous allons publier, et c'est comme ça qu'on va décliner, jusqu'à la primaire, l'ensemble du projet que porte Alain Juppé, ce soir, l'économie. Merci à tous. Virginie. Bonsoir à tous. J'ai envie de vous raconter une petite histoire. Mai 2012, François Hollande est élu président de la République. Vous vous en rappelez, c'est l'époque de la taxe à 75%, mon ennemi c'est la finance, l'imposition du capital alignée sur celle du travail, etc. À ce moment-là, je dirige la première société de production audiovisuelle mondiale, présente dans 31 pays, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mes actionnaires s'appellent Goldman Sachs et Apollo. Très rapidement, ils vont me dire, on ne dirige pas, dans ce contexte français en 2012, un groupe international depuis Paris. Tu as le choix, c'est Londres ou Amsterdam. J'ai fait un choix, ça a été ni Londres, ni Amsterdam. Je suis restée dans mon pays, j'ai démissionné, j'ai créé ma propre entreprise pour recréer un groupe audiovisuel avec l'aide d'un fonds qui s'appelle Charterhouse et pour acheter 2 cibles, une française, l'autre hollandaise. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. Tu es bien bordelaise? Oui. Tu aimes toujours autant la politique? Oui. Eh bien, Alain Juppé souhaite renouveler son équipe à Bordeaux et il serait bon que tu le rencontres. Et c'est ainsi que, en mi-juillet, je dirais, 2013, j'ai rencontré Alain Juppé. Et là, quand il m'a proposé cet engagement à ses côtés pour les municipales de 2014, j'ai pas hésité très longtemps et j'ai abandonné mon projet de LBO de 500 millions d'euros. Pourquoi? Parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous ici, je ne me résignais pas à voir la France décliner. Parce que je voyais trop de gens comme moi qui quittaient ce territoire, je voyais des entreprises, des comex qui se délocalisaient. Aussi parce que je suis bordelaise, c'est ma ville de cœur. Enfin, parce que je me suis dit qu'il était peut-être temps d'être acteur plutôt que spectateur, d'apporter un autre regard, une autre expérience, un profil un peu atypique, parfois iconoclaste, en politique. Et puis surtout parce que c'était Alain Juppé. Alors Alain Juppé, ici tout le monde le connaît, l'homme d'État, l'homme surtout qui a fait. Pour moi, c'est très important, pour beaucoup d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, on sait l'importance de l'action. Et Alain Juppé, il a fait et il a un bilan. Et quel bilan? Et pour ceux qui connaissent Bordeaux, voilà, c'est la meilleure image d'une ville qui a été totalement transformée. Et puis, autre petit secret entre nous, la première question que j'ai posée à Alain Juppé quand on s'est rencontrés, c'est de façon un peu directe, je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, le déplafonnement de l'ISF. Et là, de façon tout aussi directe, il m'a répondu, oui, je sais, j'ai fait une connerie. Eh bien, pour moi, qui ne le connaissais pas, un homme de l'envergure d'Alain Juppé, capable de reconnaître aussi directement une erreur, ça m'a bluffé. Alors ça m'a bluffé qu'il le fasse en tête-à-tête mi-2013. Ça m'a encore plus bluffé qu'il le fasse devant des millions de téléspectateurs à l'automne 2014 dans une émission qui s'appelle Des paroles et des actes. Alors si ce soir je suis sur scène et pas parmi les chefs d'entreprise, ici présent dans la salle, c'est parce qu'un homme politique de tout premier ordre a fait confiance à une femme issue de la société civile et qui, il y a encore 2 ans, ne connaissait rien à l'engagement politique et à la vie d'élu. Et puis c'est une vraie confiance, donner des vraies responsabilités sur le terrain à Bordeaux, ce qu'il a fait, et puis ensuite m'envoyer comme tête de liste au régional avec le soutien de Jean-Pierre en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Alors quand j'entends dire que les hommes politiques ne veulent pas des gens de la société civile, je réponds pas à Alain Juppé. Quand j'entends dire que les hommes politiques sont déconnectés du monde économique, je réponds pas à Alain Juppé. Depuis 2 ans, à Bordeaux, on a créé, parce qu'Alain Juppé l'a souhaité, le Conseil des entrepreneurs. 40 chefs d'entreprise, entrepreneurs, chacun représentant un secteur d'activité différent, qui se réunissent chaque trimestre autour d'un grand témoin
un grand patron national, voire international. D'ailleurs, j'ai aperçu Xavier Fontanier qui nous a fait l'amitié de venir être un de ces grands témoins du Conseil des entrepreneurs de Bordeaux. Et la volonté d'Alain Juppé, c'était d'associer le monde économique à cette décision politique locale à Bordeaux. Et puis quand j'entends dire que les hommes politiques ne sont pas à l'écoute du monde économique, des chefs d'entreprise, des salariés, je réponds pas à Alain Juppé, parce que ce projet qui va vous être présenté dans quelques instants, c'est un projet qu'il a souhaité co-construire avec les gens de la vraie vie, comme on dit, avec ceux qui, tous les jours, ont un vécu, une expérience, des revendications, qui ont apporté leurs témoignages, leurs recommandations, et vous le verrez, ça aborde des sujets aussi concrets que les délais de paiement, les rapports avec l'inspection du travail, la baisse des charges, etc. Donc ce que je voudrais simplement vous dire ce soir, c'est que je crois que pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour le monde économique, pour la France, je crois qu'il faut qu'Alain Juppé soit élu pour mettre en œuvre ce projet économique qui, de notre point de vue, pourra sortir la France de l'ornière. Merci de votre attention. Je peux vous dire que elle a commencé la politique en 2013, mais elle va assez vite quand même. Hein. Bravo. Alors, la jeunesse, elle va-t-elle aussi vite avec Alain Juppé? Écoutez, moi, je vais également vous raconter une histoire. J'ai 36 ans, je suis né en 1980, à l'époque où les jeunes étaient giscardiens. Très bien. Certains jeunes, en tout cas, les meilleurs. À cette époque, on travaillait 40 heures par semaine. On partait à la retraite à 65 ans. Il y avait 1 million de fonctionnaires de moins. Le taux de chômage était à 5%. Les impôts étaient considérablement moins élevés. Le budget était quasiment à l'équilibre. Il n'y avait pas de dette. Et 1 an plus tard, j'en ai pas de souvenir très précis. Enfin, bon, on m'a raconté. François Mitterrand remporte l'élection présidentielle et il la remporte, je crois, sur un mensonge. Ce mensonge, c'est de faire croire aux Français qu'ils pourraient continuer à s'enrichir tout en travaillant moins. C'était de leur dire qu'ils pourraient financer leur protection sociale à crédit. C'était de leur dire qu'on pourrait lutter contre le chômage en durcissant le droit social, qu'on pourrait garder des entreprises compétitives tout en les accablant d'impôts et faire en général comme si le reste du monde n'existait pas. Ce mensonge, pour reprendre les mots de Churchill, c'était de faire passer le chef d'entreprise comme la vache à traire ou l'homme à abattre, alors que c'est en réalité le cheval qui tire la charrue. Et c'est comme ça, à force d'opposer l'entrepreneur et le salarié, à force de présenter le dividende comme l'ennemi de l'investissement, le profit comme l'ennemi du salaire, à force de nier les réalités économiques les plus simples, qu'on est arrivé à ce désastre qui voit 5,7 millions de Français condamnés au chômage. Et moi, si je m'engage auprès d'Alain Juppé, et c'est la perspective dans laquelle l'équipe qui travaille autour de lui a réfléchi sur ces questions économiques, si je m'engage auprès d'Alain Juppé, c'est parce qu'il dénonce ce mensonge. C'est parce qu'il veut sortir de ce système. C'est parce qu'il veut briser cette logique. Pas la réformer à la marge, en changer résolument, pour de bon. Moi, si je m'engage autour d'Alain Juppé, c'est parce qu'il place l'entreprise au cœur de son raisonnement économique. L'entreprise qui crée les richesses. L'entreprise qui crée les emplois. L'entreprise qui verse les salaires. Si je soutiens Alain Juppé, c'est parce qu'il incarne une politique sérieuse. C'est parce qu'il refuse de faire de la primaire le concours Lépine de la proposition la plus tonitruante. C'est parce qu'il est lucide aussi sur les responsabilités de la droite, sur ses échecs au pouvoir. C'est parce qu'il sait faire preuve d'autorité sans avoir besoin de provoquer. Et si je soutiens Alain Juppé, enfin, je m'arrêterai là, c'est parce que c'est un homme d'État, courageux, déterminé. C'est parce qu'il refuse de léguer à ma génération le poids de 40 années de renoncement, qu'il veut lui léguer une France en état de marche, une France qui fonctionne. Et je sais qu'il y consacrera toute son énergie, toute sa volonté et toute sa force. Merci. Merci. Et pour la présentation de son livre, de son projet,
de sa stratégie pour le plein emploi, j'appelle à cette tribune Alain Juppé. Merci. Merci, mes amis. Merci d'être là très nombreux. Merci d'être là surtout enthousiastes et chaleureux. Vous ne mesurez peut-être pas complètement combien vos encouragements me sont précieux. J'ai entamé une longue marche. La route est escarpée. Si je parviens à mon objectif, ou plus exactement quand je serai parvenu à mon objectif, j'ai conscience du poids des responsabilités qui pèseront sur mes épaules. Tout cela, je ne peux pas le faire sans vous, et c'est pourquoi votre présence ce soir à mes côtés est un encouragement majeur. Je vous en dis ma gratitude. Je voudrais adresser mes remerciements aussi à Jean-Pierre Raffarin. J'ai beaucoup de chance de l'avoir avec moi. Nous nous connaissons depuis longtemps, comme il l'a dit. Je connais son expérience politique, celle de Premier ministre, bien sûr, celle aussi d'élu local, très attaché à la décentralisation. Il me surveille toujours pour savoir si je suis vraiment devenu girondin. Je l'ai à peu près rassuré sur ce point-là. Il connaît le vaste monde, il connaît la Chine, il connaît l'Amérique du Nord, il connaît l'Afrique. Son expérience est précieuse et puis il a aussi des convictions et des valeurs. Il ne nous l'a pas dit ce soir, mais chaque fois que j'entends, il y a dans sa bouche ce beau mot d'humanisme, qui parfois paraît un petit peu désuet, mais à qui il donne toute sa modernité et toute sa force. Merci Jean-Pierre de me soutenir comme tu le fais, avec enthousiasme et fidélité. Merci à Benoît Apparu qui a coordonné la préparation, l'édition de ces 3 livres et de l'ensemble des cahiers dont il a parlé tout à l'heure. Lui aussi a une expérience de terrain, comme maire et comme parlementaire, et sa présence à mes côtés est également précieuse. Ici, merci à Virginie Calmels, vous la connaissiez peut-être un peu moins bien. Elle a aujourd'hui des responsabilités importantes. Elle est vice-présidente de Bordeaux Métropole, une des 4 ou 5 premières métropoles de France, adjointe au maire de Bordeaux, chef de l'opposition au conseil régional de la Grande Aquitaine, chargée du développement économique. Et elle m'apporte cette vision du monde de l'entreprise qui manque souvent aux décideurs politiques. Je voudrais à elle aussi lui dire merci de tout cœur. Elle s'est engagée dans la campagne régionale avec une ardeur qui a surpris. Elle m'a dit un jour, je ne pensais pas que c'était aussi difficile, la vie politique. Elle a même rajouté aussi physique. Merci Virginie, mais ça va continuer, donc préparez-vous. Et merci à Maël de Calan. Je regrette qu'il ait dit son âge, 36 ans, c'est déjà un bel âge. Il fait poupon, on lui donnerait 25 ans. Et pourtant, il a déjà bien roulé sa bosse. Il est conseiller départemental du département du Finistère. Il a failli d'ailleurs faire basculer ce département à 2 sièges près, je crois. Il m'apporte le concours de ce qu'il a appelé la boîte à idées, c'est-à-dire une sorte de think tank de jeunes Françaises et de jeunes Français. Et puis je vous recommande la lecture du livre qu'il vient de publier, puisque lui aussi publie, un petit livre qui s'appelle La vérité sur le programme du Front National. Et je crois qu'il a trouvé le bon angle d'attaque pour essayer de démolir ce que le programme de ce parti a d'absurde et en quoi il mènerait la France au désastre. Merci Maël de m'apporter ton enthousiasme et ta jeunesse. Le livre que je vous présente ce soir n'est pas sorti tout armé de mon crâne ou du travail de quelques comités d'experts réunis dans mon QG. C'est le fruit d'un long travail collectif, le fruit d'échanges que j'ai eu avec beaucoup d'acteurs de la vie économique de notre pays, à Paris mais aussi en région, au fil des déplacements que j'effectue toutes les semaines et qui enrichissent ma réflexion. Et je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué. J'ai choisi comme fil conducteur le retour au plein emploi.
C'est vous dire que je ne développe pas dans ce livre toutes les questions de politique économique et sociale que je traiterai par ailleurs, notamment dans les cahiers dont il a été question. 5 ans pour l'emploi, j'ai voulu afficher clairement la couleur avec cet objectif ambitieux qui peut paraître peu réaliste et dont je pense pourtant qu'il est parfaitement atteignable. Pour une bonne raison, c'est que beaucoup de pays autour de nous l'ont atteint. Les 2 principales puissances économiques de l'Europe, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sont quasiment au plein emploi, puisqu'on considère qu'en général, un taux de chômage aux alentours de 5%, c'est le turnover habituel, on perd un emploi, mais on en retrouve un autre, c'est donc le plein emploi. En France, nous n'y arrivons pas. Nous nous vantons d'avoir tout essayé parfois, oui, sauf ce qui a marché ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je propose aujourd'hui de changer véritablement de logique dans nos politiques de lutte contre le chômage. Nos politiques, depuis des années, tout particulièrement depuis 2012, reposent sur 2 idées fausses. La première idée, c'est le partage du travail. Le travail est un gâteau, on va donc le couper en morceaux plus petits pour en donner à plus de gens. Ça ne marche pas. Et malgré ça, on continue. Après les 35 heures, voici qu'on nous propose les 32 heures. Comment on dit errare humanum est, perseverare diabolicum. J'ai encore quelques vieux restes de mes études supérieures, ça s'estompe dans ma mémoire. Se tromper est humain, persévérer est diabolique. Voilà. Le deuxième principe, la deuxième idée fausse, c'est que pour faire reculer le chômage, il suffit de financer des emplois aidés à coût de subventions publiques, même si l'argent public n'existe plus, des emplois qui sont en général non marchands, peu durables et peu productifs. Ça non plus, ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle je propose de changer radicalement de logique et de remettre l'entreprise au cœur de nos politiques pour l'emploi. Parce que j'ai la conviction profonde que seules des entreprises compétitives sont réellement créatrices de richesses et d'emplois durables. Il faut donc lever les obstacles qui les empêchent de se développer et d'embaucher. Je ne vais pas maintenant m'attarder sur le constat de l'état de la France en cette année 2016. Jean-Pierre Raffarin l'a esquissé tout à l'heure, vous êtes parfaitement au courant de la situation. Il faut une bonne dose d'optimisme ou d'inconscience pour affirmer que la France va mieux. D'ailleurs, personne ne le croit, sauf peut-être celui qui affirme ce constat. Mais tout ça est connu et je n'y reviendrai pas, je veux rentrer tout de suite dans l'action, dans la proposition plutôt que dans le constat ou l'analyse. Vous êtes nombreux, vous êtes chaleureux, je l'ai dit. Ça va pas être rock'n'roll ce que je vais vous dire. Je vais vous parler de choses sérieuses. Pardon Jean-Pierre. Je vais énumérer un certain nombre de propositions sérieuses. On me dit toujours que je ne ris pas assez quand je suis à l'écran. Quand je parle du chômage, je ne vais pas me prendre la poire. Je vais être sérieux. Et j'espère pouvoir retenir votre attention jusqu'au bout. Je veux d'abord reconstruire un marché du travail qui soit favorable à la création d'emplois. Or, aujourd'hui, les freins sont nombreux et il faut donc les éliminer. Premier frein, un coût du travail trop élevé, je veux le baisser. Et je propose de refondre tous les allègements de charges qui existent. Il y en a pour 40 milliards d'euros, si on additionne les allègements généraux et le CICE, en un seul dispositif de baisse des charges, concentré sur les bas salaires, parce que c'est là que sont les gisements d'emploi, en créant un véritable zéro charge patronale sur le SMIC, avec ensuite une dégressivité jusqu'à 1,8 SMIC. Je n'oublie pas que le coût du travail est aussi une question de compétitivité pour l'ensemble de nos entreprises, quelle que soit la répartition des salariés entre les différents niveaux de salaire. C'est pourquoi je complète cette première proposition par une seconde qui consistera à renforcer ce dispositif par une baisse de 10 milliards d'euros portant sur toute la pyramide sociale au travers d'une réduction des cotisations patronales famille qui sera notamment financée par l'augmentation d'un point du taux normal de la TVA. C'est ce qu'on appelle parfois la TVA compétitivité. Nous avions pensé le faire avant 2012, un peu tard, avec application au 1er octobre 2012. Je l'avais fait en 1995, sous une forme qui n'était pas aussi explicite, mais qui avait donné de bons résultats. Deuxième obstacle à la création d'emplois, un contrat de travail trop rigide. Je veux l'assouplir.
Les freins au licenciement sont des freins à l'embauche. La législation et la jurisprudence du CDI agissent ainsi contre l'emploi, si bien que 9 embauches sur 10 aujourd'hui se font en CDD. Je vous disais que j'avais beaucoup écouté au fil de mes déplacements sur le terrain. J'ai le souvenir de cette start-up près de Metz, si je me souviens bien. Je discutais avec le créateur d'une petite entreprise installée dans la pépinière, plein d'optimisme, croissance à 2 chiffres, et je lui dis, est-ce que vous allez embaucher? Il me dit, j'y ai pensé. Et puis j'en ai parlé à mes collègues. Vous savez que dans une pépinière, l'intérêt, c'est la proximité entre chefs de jeunes entreprises. Et ils m'ont tous dit, fais pas cette bêtise. Parce que si demain tu perds une commande, eh bien tu vas voir la galère que ça représente, donc n'embauche pas. Il faut absolument porter remède à cette conviction qui, évidemment, plombe le marché de l'emploi. Plutôt que d'inventer un contrat unique, qui ne resterait pas unique, parce qu'on a besoin aussi de contrats courts pour des missions spécifiques ou de contrats saisonniers, et qui mettraient de toute façon des années à naître, je propose de sécuriser les conditions de rupture du CDI en inscrivant dans le contrat de travail des motifs prédéterminés de rupture, par référence à la loi, qui doit elle-même les fixer, adaptés à l'entreprise, homologués par l'administration du travail, comme c'est le cas de la rupture conventionnelle aujourd'hui. C'était l'intention initiale de la loi El Khomri, la loi travail, dont la discussion parlementaire est en train de tourner à la farce. Nous avons appris aujourd'hui que ça se passerait au 49.3. Moi, j'ai rien contre le 49.3. Ça figure dans la Constitution. Et je crois me souvenir que j'ai l'ai utilisé quand j'étais Premier ministre. Bon, voilà. Donc, c'est un outil constitutionnel. Mais moi, je n'ai jamais déclaré le 49.3, c'est la brutalité, c'est un déni de démocratie. Cette déclaration, c'est M. Hollande qui l'a faite en 2006. C'est vous dire à quel point je comprends le trouble d'une partie de ses troupes, qui a l'impression qu'entre déclaration et réalité, il y a un fossé. Troisième obstacle, une durée du travail trop courte. Je propose de sortir des 35 heures en fixant à 39 heures la durée de référence du travail. Les entreprises auront 2 ans pour négocier et porter en fonction de leurs besoins la durée du travail à 36, 37, 38 ou 39 heures, en augmentant proportionnellement les salaires. En l'absence d'accord, la durée de référence de 39 heures pourra s'appliquer. On m'a reproché de fixer une nouvelle durée légale du travail à 39 heures en disant pourquoi en fixer une. Je suis convaincu que s'il n'y a pas une sorte de butoir, eh bien il ne se passera rien, qu'il n'y aura pas de négociation dans l'entreprise. Si l'entreprise se met d'accord dans le cadre de son dialogue social sur une durée différente, entre 35 et 39, cette durée s'appliquera sans problème. C'est la liberté de négociation que je veux redonner. Je veux aussi redonner aux Français le goût d'investir dans l'entreprise pour favoriser la création d'emplois. Toute notre fiscalité fonctionne aujourd'hui comme un piège contre l'investissement, alors que nous le savons, l'investissement c'est l'emploi de demain. La preuve, c'est que quand l'entreprise, regardez ce schéma, réalise 100 € de résultat avant impôt, l'investisseur va recevoir, après paiement de tous les impôts, 51 € en Allemagne, 49 en Grande-Bretagne, 36 en France, avant l'ISF. Et si on applique l'ISF au taux de 1%, ce ne sont plus 36 €, mais 3 € qui resteront à l'actionnaire pour 100 € de résultat. Quand je dis que ça fait fuir l'investisseur, je crois que la démonstration est claire. Pour que la fiscalité cesse donc de fonctionner comme un piège contre l'investissement et l'emploi, je m'engage à supprimer l'ISF. Je sais qu'en la matière, j'ai un lourd passif. Quelqu'un m'a dit un jour, aucun gouvernement n'a jamais osé le supprimer. Faux. J'étais membre d'un gouvernement en 86, dont le chef était Jacques Chirac, le ministre de l'économie Édouard Balladur, je vois Edmond Alfondéry, qui s'en souvient sans doute. Nous l'avons supprimé à l'époque, ça s'appelait l'IGF. Michel Rocard l'a immédiatement rétabli. En 95, devant le trou de la Sécu et autres trous budgétaires à combler, c'est vrai que dans mon ardeur à rétablir l'équilibre des finances publiques, j'ai fait une bêtise en supprimant le plafonnement. J'ai essayé de rectifier cette erreur, je n'y suis pas arrivé. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir le courage de ses opinions et donc abroger un impôt qui fait fuir des milliers d'entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des capitaux, qui pourraient créer des dizaines de milliers d'emplois en France et qui s'en vont. Je vous rends simplement
Je le supprimerai donc dès 2018 pour garder en France ses idées et ses capitaux et pour y créer des emplois. Il faudra faire beaucoup de pédagogie. Il faudra que nous fassions, tous ensemble, beaucoup de pédagogie parce que vous voyez bien que la réaction ou la réponse spontanée des Françaises et des Français quand on les interroge sur cet impôt n'est pas favorable à son abrogation. Il faut donc expliquer en quoi c'est un impôt négatif pour l'emploi et en quoi une politique de retour au plein emploi doit passer par l'abrogation de cet impôt absurde. Pour que la fiscalité cesse de fonctionner comme un piège contre l'investissement et l'emploi, j'allégerai ensuite la fiscalité du capital en revenant systématiquement à une taxation forfaitaire. L'idée selon laquelle il faut taxer les revenus du capital comme ceux du travail est aussi simple et légitime en apparence qu'absurde et nocive en réalité. Le capital est déjà taxé au moment de sa formation, de sa détention, de sa transmission. La taxation des revenus de l'investissement est donc un impôt qui s'ajoute à tous les autres. C'est ainsi que les prélèvements sur le capital représentent en France le double de ce qu'ils représentent en Allemagne, 10% du PIB contre 5,9% chez nous. Pardon, en Allemagne. 10% en France, 5,9% en Allemagne. Je veux revenir à une imposition forfaitaire des plus-values mobilières, dégressive en fonction de la durée de détention, qui descendra jusqu'à 25%, prélèvements sociaux inclus, au bout de 6 ans de détention, et à une imposition forfaitaire des revenus du capital équivalente à ce qu'elle était avant 2012. Deuxième priorité fiscale, la convergence avec nos partenaires européens, tout particulièrement pour un impôt important qui est l'impôt sur les sociétés. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, je baisserai cet impôt de 11 milliards d'euros pour le faire converger vers la moyenne européenne. Nous sommes à 38, tout compris. La moyenne européenne est à 22. 11 milliards qui viendront s'ajouter aux 10 milliards de baisse des cotisations familles que j'ai déjà évoquées. Les cotisations additionnelles à l'impôt sur les sociétés seront supprimées et le taux normal de l'IS fixé à 30%. Je créerai en même temps un taux réduit à 24% pour les PME, c'est-à-dire les entreprises jusqu'à 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, je veux aussi stabiliser leur environnement fiscal. Et c'est un message que j'ai reçu partout où je suis passé. Nous avons besoin de stabilité. Ce qui nous perturbe, c'est le changement de cap tous les 6 mois, des règles nouvelles qui apparaissent, des règles souvent rétroactives en matière de fiscalité. Et c'est ça qui nous trouble et qui dissuade l'investisseur d'investir. Car s'il ne connaît pas la règle du jeu sur le moyen terme, eh bien, il garde le pied sur le frein. C'est la raison pour laquelle je proposerai une loi de programmation fiscale à voter à l'automne 2007 et qui regroupera les mesures fiscales du quinquennat et leur calendrier sur 5 ans. Les dispositions fiscales seront, comme ce devrait être la règle, strictement réservées aux lois de finances. On ne verra pas apparaître des amendements à tout propos et hors de propos sur n'importe quel texte de loi. Quant à la petite rétroactivité qui permet de modifier les règles du jeu de l'année en cours jusqu'au 31 décembre, elle sera supprimée. Elle est totalement incomprise par nos partenaires étrangers qui ne l'admettent pas. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, je voudrais aussi, ce sera plus compliqué parce que là il s'agit d'une question de culture, créer une relation de confiance entre les administrations et les entreprises. La confiance, c'est prendre en compte et réduire le temps passé pour l'ensemble des formalités de la vie courante de l'entreprise. J'implanterai dans chaque ministère une task force digitale qui fera remonter les propositions de ceux qui vivent la complexité au quotidien, et notamment le monde de l'entreprise, en m'inspirant d'une initiative qu'a prise en ce sens le président Obama. J'interdirai aux administrations d'alourdir la norme européenne par des normes françaises plus contraignantes. Nous ne cessons de surtransposer les normes européennes. Nous faisons porter le chapeau à Bruxelles, et c'est nous qui le faisons. Récemment encore, Jean-Claude Juncker me disait dans son bureau à Bruxelles, quand l'Europe prend une directive, les pays doivent la transposer, doivent transmettre un document de transposition à Bruxelles. La dernière expérience que j'ai, me disait Jean-Claude Juncker, c'est que le document de transposition de la France faisait 25 pages et celui de la Pologne 1 page. Demandez à nos amis agriculteurs, leur attente, c'est cela, des normes françaises qui n'en rajoutent pas une couche par rapport aux normes européennes. Je voudrais aussi organiser le déclassement du domaine législatif dans le domaine réglementaire de toute une série de dispositions qui n'ont rien à faire dans la loi. Vous savez que d'une des initiatives, une des innovations
de la Constitution de 1958, de son article 34 et 37, c'était de distinguer le domaine de la loi du domaine du règlement. Eh bien, nous avons mélangé tout ça au fil des années, si bien que pour modifier des dispositions souvent réglementaires, il faut passer par le biais de la loi, si elle figure déjà dans une loi. Il est possible d'opérer ce déclassement avec l'avis du Conseil constitutionnel, et ça rendra beaucoup plus facile le travail de simplification qui s'impose. La confiance est ensuite faire en sorte que les administrations payent les entreprises dans les temps. Nous avons en France une très mauvaise habitude sur les délais de paiement. Les lois ont fixé des délais dans ce domaine. Elles ne sont pas respectées. Je proposerai donc qu'un organisme financier public reçoive la mission de régler les fournisseurs d'un marché public en cas de retard de paiement de son client public, quitte pour lui à se retourner ensuite vers le client public pour se faire rembourser. La confiance est enfin mettre fin à la suspicion qui prévaut encore trop souvent dans les relations du contrôle. Je proposerai ainsi que l'absence de réponse à une demande de rescrit fiscal dans un délai de 2 mois vaudra réponse positive. Les URSSAF devront opérer une distinction claire entre ce qui relève de la fraude et ce qui relève de l'erreur. On n'a pas droit à la fraude, mais on a droit à l'erreur. Les droits de l'entreprise seront donc renforcés et des organismes privés agréés pourront réaliser des audits des pratiques en matière de droit du travail, de santé et de sécurité au travail qui seront opposables à l'inspection du travail. Et puis j'y reviendrai un instant, il faut aussi que certaines administrations soient dirigées. Et c'est le rôle du ministre. Voilà. Il faut que les ministres redeviennent des patrons de leur administration. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour que le travail soit attractif, il faut aussi que le travail paye. Les classes moyennes bénéficieront de la sortie des 35 heures, pour ceux qui verront leur durée hebdomadaire passer de 35 à 39. Si elles n'avaient pas jusqu'à présent d'heures supplémentaires, cela pourrait représenter jusqu'à un 13e mois de salaire. Si elles avaient des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures, nous corrigerons la perte éventuelle par un mécanisme d'exonération fiscale et sociale. Pour que le travail paye, j'allégerai aussi les charges des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants bénéficieront de 2 milliards d'allègements de leurs charges, au-delà des allègements de cotisations famille, allègements qui contribueront directement à l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Pour que le travail paye, je voudrais aussi alléger la fiscalité des familles. C'est vrai que la plus grosse part de mon programme fiscal concerne la fiscalité des entreprises. Et c'est bien cohérent avec mon objectif, qui est de remettre l'entreprise en situation de compétitivité. Mais il faut aussi penser au matraquage fiscal qu'ont subi les familles depuis quelques années, depuis 2012. Elles profiteront d'une baisse de leur impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros environ au travers d'un relèvement du quotient familial à 2 500 euros par demi-part. Ce relèvement procurera aux familles concernées un gain de pouvoir d'achat significatif qui pourrait atteindre 4 000 euros par an pour une famille de 3 enfants. Enfin, tous les ménages pourront bénéficier de l'allègement supplémentaire des cotisations des particuliers employeurs pour les emplois de service à domicile. Au total, cela représentera un coût de 600 millions. C'est une absurdité d'avoir baissé ces avantages fiscaux. Cela aboutit à la suppression de plusieurs dizaines de milliers de créations d'emplois et à l'encouragement au travail au noir. Il faudra corriger cette erreur. Rendre le travail attractif aussi, mais également inciter les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi. L'immense majorité d'entre eux cherchent réellement du boulot. L'immense majorité d'entre eux. Pas la totalité. Pour cela, je rapprocherai donc les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA des entreprises. Tout demandeur d'emploi devra rechercher activement un travail et être prêt à accepter une offre raisonnable. Le service public de l'emploi mettra en place un contrôle réel de la recherche d'emploi et suspendra, le cas échéant, les indemnités en cas de recherche insuffisante ou de refus d'emploi. De la même manière, les bénéficiaires du RSA auront l'obligation d'accepter les propositions d'emploi ou de formation qui leur seront faites et le refus sera sanctionné par un retrait d'allocation. Chaque demandeur d'emploi disposera par ailleurs d'un chèque représentatif de toutes les aides, aujourd'hui mal connues et peu utilisées, dont l'entreprise peut bénéficier si elle l'embauche. Enfin, je voudrais faire en sorte de plafonner le niveau des minima sociaux par rapport aux revenus du travail. C'est une réforme difficile
qui en général suscite l'adhésion des Français. Quand j'en parle dans mes meetings, en général les applaudissements se déclenchent, elle est difficile à mettre en œuvre. Quelle est l'idée? C'est que le cumul des minima sociaux, des allocations de toutes sortes, reste significativement en deçà du revenu d'activité. Et je pense en particulier à la situation que vous connaissez tous du travailleur payé au SMIC qui se lève de bonne heure, qui passe 2 heures dans les transports s'il habite en région Île-de-France et qui constate en rentrant chez lui le soir que son voisin de palier, lui, n'a pas bougé, mais qu'en cumulant l'APL, le RSA, les allocations familiales et toutes les aides de caractère régional, il a finalement un revenu supérieur. Et donc, je modulerai le RSA pour que l'ensemble des revenus de compensation, des aides et des allocations restent en deçà du salaire d'activité. Je veux aussi reconstruire un dialogue social dans l'entreprise qui soit fondé sur les réalités et non sur des postures. Pour moi, l'entreprise doit redevenir le lieu privilégié du dialogue social. On dénombre chaque année environ une trentaine d'accords interprofessionnels, environ 1 millier d'accords de branche et plusieurs dizaines de milliers d'accords d'entreprise, 84 000 en 2014. Les grands-messes sociales, dont nos dirigeants raffolent, ceux d'aujourd'hui en tout cas, ont renforcé les postures et la vacuité du dialogue social. Je veux pour ma part, je le répète, faire de l'entreprise le lieu privilégié du dialogue social. Sortir le dialogue social des postures, c'est faire en sorte que les salariés aient le dernier mot et puissent décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Et c'est pourquoi je propose que des référendums d'entreprise puissent être organisés à l'initiative du chef d'entreprise et d'au moins un syndicat représentatif en cas d'échec des négociations. Et le résultat de ce référendum devrait être obligatoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai été choqué dans ce qui s'est passé dans l'entreprise Smart où les travailleurs sont consultés, ils donnent leur accord à une modification du temps de travail pour éviter des licenciements, et par derrière, les syndicats s'y opposent. Il faut que le référendum, c'est la démocratie, prévale et fasse prévaloir la volonté des salariés. Sortir le dialogue social des postures, c'est faire en sorte que les représentants syndicaux restent au contact de leurs collègues de travail. Et pour que les représentants des salariés... Je ne suis pas sûr que le concert des applaudissements soit tout à fait unanime sur ce point, mais je persévère pour que les représentants des salariés ne perdent pas le contact avec leur métier d'origine. Je propose une limitation à 2 mandats consécutifs et je propose que le temps consacré à l'exercice d'un mandat syndical ne dépasse pas 50% du temps de travail, pour qu'on ne perde pas le contact avec la vie du travail. Sortir le dialogue social des postures, c'est le rapprocher des salariés, en inversant la pyramide des normes, en allégeant le code du travail pour le rendre plus simple pour les entreprises et plus concret pour les salariés. Les accords d'entreprise doivent donc s'imposer aux accords de branche ou aux accords interprofessionnels sur la durée de l'organisation du travail, le maintien de l'emploi dans l'entreprise, le fonctionnement des instances du personnel. Le code du travail sera simplifié et allégé, non pas par un claquement de doigts, ça prendra du temps. On ne substitue pas du jour au lendemain le code du travail suisse au code du travail français, ne nous racontons pas d'histoire, il faudra du temps, mais il faudra le faire pour ne conserver que les dispositions véritablement impératives dans un socle d'ordre public. Les dispositions supplétives seront rassemblées dans un recueil de règles applicables uniquement en cas d'absence d'accord d'entreprise ou de branche. Enfin, sortir le dialogue social des postures, c'est faire des salariés des acteurs de l'entreprise. Et je tiens beaucoup à cela. Je veux développer fortement l'actionnariat salarié, qui est un levier puissant de cohésion dans l'entreprise. Je vois juste devant moi Xavier Fontanet, qui est un praticien de la chose et avec qui j'avais souvent parlé. C'est pourquoi les prélèvements sociaux payés par l'entreprise sur les dispositifs d'actionnariat salarié seront baissés de 20 à 16%. Pour les salariés, le plafond d'exonération des plus-values au-delà de 5 ans de détention sera fortement relevé. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect des politiques de l'emploi qui concerne aussi très directement l'entreprise. Aller vers le plein emploi, c'est mettre fin à des situations assez révoltantes où l'entreprise cherche du personnel et n'en trouve pas. J'entends ça presque
hebdomadairement, si je puis dire, dans mes déplacements, dans des entreprises très diverses et qui nous disent on embaucherait bien et on ne trouve pas de candidats à l'embauche. Et je le répète, ceci doit cesser. Ce qui est en cause, c'est bien sûr la qualité de notre système de formation et la bonne adéquation entre l'offre de travail et le besoin des entreprises. Je mettrai donc fin à ce qui est un peu une grenade découpillée sous nos pieds, c'est-à-dire la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur. Parce qu'elle existe, par l'échec. Donc je veux mettre un terme à la sélection par l'échec en renforçant une véritable orientation sélective à l'entrée de l'enseignement supérieur, pour qu'on ne laisse pas nos jeunes se fourvoyer dans des filières sans avenir où il n'y a même pas de place dans les amphis. J'ai regardé les choses de près. Les titulaires de bac pro ne sont pas nombreux à le faire, mais certains le font, qui s'engagent dans une licence échouent à 95%. On n'a pas le droit de les laisser se fourvoyer. Ainsi, il faut les orienter vers des formations qui sont faites pour eux, des DUT ou des BTS. Très paradoxalement, les BTS sont devenus une filière d'excellence. Là, on sélectionne. Et on refuse ceux pour qui ces formations devraient être faites. Je voudrais aussi que la sélection en master se fasse à l'entrée du master 1 au lieu du master 2. Et puis, l'apprentissage. J'en parle beaucoup, parce que je pense que c'est fondamental. Et là, on est typiquement dans le cas d'une contradiction, Virginie évoquait ça tout à l'heure, entre le dire et le faire. Tout le monde, à gauche, à droite, dit vive l'apprentissage, c'est une filière formidable pour insérer nos jeunes dans la vie du travail. Résultat, le nombre d'apprentis baisse régulièrement, année après année. Il se redresse un peu, je pense, cette année, mais il a baissé entre 2013 et 2014. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas su faire sauter les verrous à l'apprentissage. Ces verrous, ils sont nombreux. Ce sont d'abord des verrous culturels dans les familles. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Si on vous dit, votre gamin, il n'est pas fait pour préparer Polytechnique ou médecine, il faudrait mieux qu'il aille dans un CFA de chaudronnerie ou de métier de bouche, vous allez tout faire pour l'éviter. Eh bien, c'est une erreur profonde. Je me souviens de ce CFA de chaudronnerie, précisément à Saint-Dizier, où j'étais, cher François, au milieu de plusieurs apprentis, et l'un d'entre eux me dit, quand j'ai dit à mes parents qu'on m'orientait vers un CFA, on me dit, ah, ils te mettent à la poubelle. Non, il faut casser ça. Il faut casser cette image. D'abord, en faisant en sorte que les entreprises aillent à la rencontre des enseignants, des parents, des jeunes, mais dès la classe de 5e, dans les collèges, pour expliquer ce que sont les métiers, ce que sont les filières qui donnent de l'avenir, alors qu'aujourd'hui, on fait faire ce travail par des spécialistes de l'éducation nationale, on est tout à fait assuré du résultat. Il faut aussi rehausser l'image, je le dis, de l'apprentissage, et je voudrais ici évoquer un souvenir récent que j'ai avec Pierre Meillery, qui m'a accompagné dans mon déplacement à l'Ille-et-Vilaine il y a quelques jours. Il m'a amené dans un lieu formidable qui s'appelle la Faculté des métiers, où sont regroupés toute une série de CFA portés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Il m'a expliqué que quand il a voulu, puisqu'il était président du Conseil général à l'époque d'Ille-et-Vilaine, appeler ça la Faculté des métiers, le recteur lui a envoyé une lettre comminatoire en disant « faculté, pas du tout, faculté c'est noble ». C'est pour l'enseignement supérieur, c'est pas pour le dépotoir des CFA. Il a tenu bon, et aujourd'hui les jeunes, ils vont à la Faculté des métiers, et ils en sont fiers, et c'est une belle réforme. Il faut ensuite faire sauter les verrous dans l'éducation nationale, parce qu'encore, et c'est pas une invention de ma part, je l'ai entendu dire à de nombreuses reprises dans mes visites de CFA, le fait de mettre des enfants en alternance dans l'entreprise, ça sent un peu le soufre dans certains milieux de l'éducation nationale. Il faut rapprocher les lycées professionnels et les CFA sous la houlette des régions, à condition que les filières professionnelles soient intimement associées à la définition des formations et au choix de celles qui conduisent à des emplois. Et puis enfin, il faut faire sauter les verrous dans l'entreprise, parce que c'est pas toujours facile de recruter un apprenti. D'abord, il y a des règles ubuesques. Il n'y a pas très longtemps qu'on a supprimé la règle selon laquelle un jeune apprenti dans une entreprise du bâtiment n'avait pas le droit de monter sur une échelle. C'est très incitatif. Je dis au passage d'ailleurs qu'il y a d'autres dispositions ubuesques qu'il faudra supprimer. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit de la simplification. Le compte pénibilité est une invention diabolique.
J'étais dans une exploitation agricole, chère Chantal, c'était pas loin de chez toi, en Seine-et-Marne, il n'y a pas longtemps, et l'agriculteur me disait qu'il avait un salarié et qu'il était obligé de calculer chaque jour sur une fiche de pénibilité le nombre d'heures que le salarié passait avec une inclinaison du buste supérieure à 40%. Parce que là c'est pénible et là c'est plus pénible. Il faut prendre en compte la pénibilité du travail, bien sûr. Il faut protéger nos salariés contre la pénibilité, mais il faudra trouver un autre système que celui-là. Je reviens à l'apprentissage, simplification des normes, retour aussi à un financement de l'apprentissage qui soit convenable, à la réforme de la taxe d'apprentissage, à détourner des CFA et de l'apprentissage une grande partie des crédits qui étaient faits pour cela. Il faut les flécher à nouveau vers l'apprentissage. Voilà ce que je voulais vous dire sur la formation. Et j'en viens maintenant à un sujet un peu sensible. Comment on fait les additions? Les plus et les moins. Parce que j'ai évoqué un certain nombre de baisses d'impôts et je m'attends normalement à ce qu'on me dise qui va payer. Baisser les impôts, tout le monde peut le faire. Et on est même rentré dans le printemps des promesses électorales en ce moment. 20 millions, 30 millions, milliards, excusez-moi, 50 milliards de baisse des impôts. Il faut baisser les impôts, mais si nous ne voulons pas aggraver l'endettement de notre pays, si nous ne voulons pas laisser à nos enfants une charge de dette totalement insupportable qui les privera à l'avenir de toute marge de manœuvre, il faut simultanément maîtriser la dépense pour éviter que les déficits ne se creusent. La dépense publique représente aujourd'hui en France près de 57% du PIB. C'est un record à peu près absolu. Je crois que le Danemark doit faire mieux que nous, si je puis dire. Mais vous voyez où en est l'Allemagne. Il faut donc se rapprocher d'une moyenne européenne qu'on peut fixer aux alentours de 50%. C'est l'objectif que j'ai retenu. Cela nécessitera un effort de réduction de la dépense publique sur le quinquennat de l'ordre de 80 à 100 milliards d'économies qu'il faudra réaliser sur les trois pôles de la dépense publique, l'État, qui pèse le tiers, les collectivités locales, qui pèsent 20%, et la sécurité sociale au sens large du terme, qui pèse la moitié des 57%. L'État réalisera un effort de 25 à 30 milliards d'euros au travers d'une réduction de son périmètre d'intervention. Je publierai pendant la campagne la liste des organismes et des missions à supprimer, en réduisant le nombre de fonctionnaires. J'ai affiché un chiffre de 250 000 postes qui paraît important. Je vous rappelle qu'il y a au total en France, dans les trois fonctions publiques, 5 430 000 fonctionnaires. 250 000, ça fait 4,6% des effectifs sur 5 ans. C'est donc quelque chose qui est à notre portée. Et pour cela, bien sûr, il faudra toute une série de mesures d'accompagnement. Rétablir notamment les jours de carence. Vous avez vu la progression de l'absentéisme. On dit toujours que la droite et la gauche font la même politique, c'est pas tout à fait vrai. Avant 2012, nous avions mis 2 jours de carence, qui est une mesure de justice, ça existe dans le privé. Pourquoi ça n'existerait pas dans le public? Et l'impact sur le petit absentéisme avait été immédiat. Nos successeurs l'ont immédiatement supprimé par démagogie, et l'absentéisme est reparti à la hausse. Il faudra aussi travailler sur l'allongement de la durée du travail dans la fonction publique. D'abord 35 heures. Je me suis fait un certain succès à Bordeaux en disant « Vive les 35 heures », pas 32, 35. J'ai eu un préavis de grève et j'ai expliqué que j'allais faire une conférence de presse pour expliquer aux Bordelais pourquoi il y avait grève. Donc la grève s'est arrêtée. Donc progressivement, il faudra monter au-delà de 35 heures et trouver le bon point d'équilibre. Moi, ce que je veux, c'est une fonction publique moins nombreuse, qui travaille un peu plus et qui est mieux payée. Si on travaille plus, on y gagne. On y gagne plus, naturellement. Je crois que c'est ça la bonne logique. Il faudra ajuster la progression des effectifs au fur et à mesure des progrès de productivité permis par la réduction du temps, l'augmentation du temps de travail. La sécurité sociale, pour sa part, devra contribuer aux alentours de 50 milliards à cet effort d'économie. 20 seront liés au report à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Je proposerai de décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Nous sommes le dernier grand pays à ne pas l'avoir fait. En caricaturant à peine, je dirais qu'il y a quelques décennies, on partait à la retraite à 65 ans et on mourait à 72 ou 73.
statistiquement, naturellement. Ça faisait une espérance de vie à la retraite de 7 à 8 ans. Aujourd'hui, on part à la retraite à 62 et on meurt statistiquement à 82 ans. Ça fait 20 ans d'espérance de vie. Il y a un truc qui ne va pas. Il faudra donc bien ajuster. Il n'y a pas 36 ajustements possibles. Ou bien on allonge la durée de cotisation, on est déjà à 43 ans, ou bien on baisse les pensions de retraite, certaines sont déjà très faibles, ou bien alors on déplace le départ de l'âge légal, et surtout qu'on ne vienne pas me dire que en déplaçant l'âge légal de départ à la retraite, on pénalise l'emploi des seniors ou l'emploi des jeunes. Regardez les chiffres partout autour de nous. Dans les pays où on part à 65, voire à 67 ans, le taux d'activité des seniors est supérieur au nôtre et le taux de chômage des jeunes est inférieur au nôtre. C'est donc qu'il n'y a pas de corrélation entre ces deux phénomènes. Il faut avoir le courage de le dire et de l'expliquer. S'agissant des dépenses de l'assurance chômage, j'ai déjà évoqué l'idée de la dégressivité des allocations pour inciter à la reprise du travail. L'assurance maladie devra aussi contribuer à l'effort général d'économie en se réformant. Nous devrons avoir en permanence l'obsession de la recherche de la pertinence des soins, le développement des soins ambulatoires qui permettra la rationalisation de la carte hospitalière. Je m'entretenais récemment avec le directeur de l'Institut Bergoni à Bordeaux, qui est notre centre de cancérologie, qui fait essentiellement de l'oncologie mammaire. Le pourcentage de soins chirurgicaux en ambulatoire, c'est-à-dire on rentre le matin, on rentre le soir chez soi, est de l'ordre de 35%. Son objectif est de passer à 60 ou 70. Et vous voyez le potentiel que cela représente, à la fois en économie de lits hospitaliers et en même temps en confort pour le patient, parce qu'en général, on est mieux chez soi qu'à l'hôpital. Voilà toute une série de réformes dans le détail desquelles je n'entre pas. Je voudrais simplement dénoncer à nouveau, comme je l'avais fait dans l'émission des paroles et des actes qu'a évoqué tout à l'heure Virginie Calmels, les dérives de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, vous êtes en France en situation irrégulière, vous avez droit à des soins gratuits. Bon. Vous êtes pris d'un malaise cardiaque, d'un AVC, d'une hémorragie, vous tombez sur le trottoir, il ne va venir à l'idée de personne de vous demander votre carte de crédit. On va vous soigner gratuit, en France en tout cas. Mais vous venez d'un pays voisin, du sud de la Méditerranée par exemple, où vous pourriez parfaitement vous faire opérer d'une prothèse de la hanche, mais vous venez en France parce que c'est gratuit, ça c'est fini. On n'a plus les moyens de se le payer, c'est 800 millions d'euros et une multiplication par 3 du nombre de bénéficiaires. Les collectivités locales sont particulièrement chères à mon cœur, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Donc je m'adresse à elles avec prudence. Parce qu'on a morflé, pardon, excusez-moi de ce mot un peu vulgaire, et les coupes budgétaires nous sont tombées dessus, brutales et rapides. 11 milliards et demi en 3 ans, et si on cumule, ça fait 28 milliards. Donc on ne peut pas continuer comme ça, naturellement. On pourrait imaginer de remettre totalement à plat la carte régionale ou départementale. Les élus locaux, là aussi, nous disent respirons un peu de stabilité. Donc ce que je proposerai, c'est deux choses. Là encore, un contrat d'engagement pluriannuel pour fixer la règle du jeu sur plusieurs années. Vous faites des économies de gestion, de fonctionnement, et l'État vous garantit vos dotations. Vous ne faites pas d'économies, et l'État ne pourra pas vous garantir vos dotations, puisqu'il faut que globalement la dépense publique baisse. Le deuxième principe, ce sera le droit à l'expérimentation. On n'est pas obligé de faire tout pareil à Lille ou à Strasbourg, à Marseille ou à Bordeaux. D'autant que Bordeaux a une forte originalité, comme vous le savez, c'est une ville girondine. Je prends l'exemple des rythmes scolaires. On vient de voir sortir une étude encore il n'y a pas très longtemps qui montre que ce n'est pas une bonne réforme. Eh bien, moi, je donnerai la liberté aux collectivités locales de continuer ou d'arrêter. Cette baisse de la dépense publique, c'est une question d'emploi, je l'ai dit. Pas de baisse du chômage sans baisse des impôts pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et pas de baisse durable des impôts sans baisse des dépenses. Cette baisse de la dépense publique, c'est aussi une question de souveraineté. J'ai parlé du poids de notre dette aujourd'hui qui avoisine 100% du PIB. Nous sommes dans la main des marchés. Imaginez une augmentation, et pas difficile à imaginer, parce que ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment, une augmentation de 1 point des taux d'intérêt, c'est 10 milliards de dépenses supplémentaires pour le budget de l'État, ça fait exploser tous nos équilibres budgétaires, voilà pourquoi il faut maîtriser notre dette et nos déficits. Cette maîtrise de la dépense publique, cette baisse de la dépense publique, c'est aussi une question de justice. Je l'ai dit, les nouvelles générations ne doivent pas porter le poids d'un endettement excessif. C'est enfin une question de confiance. Je ne veux pas renverser la table. Je ne veux pas casser la baraque. On me le reproche parfois.
Et c'est pourquoi je ne mettrai pas à zéro notre système de protection sociale. Pour le remplacer par quoi? Par quoi? Par un système à l'anglo-saxonne. Vous voyez les difficultés qu'a eu Obama pour créer Obamacare, et un système mutualisé de protection contre la maladie. Il faut garder les principes de notre sécurité sociale, mais il faut la moderniser et surtout y introduire le principe de responsabilité à égalité avec le principe de solidarité. Il faut que nous devenions tous responsables de notre protection sociale, c'est-à-dire que nous y fassions cesser les dérives, les excès et les fraudes. Voilà, mes chers amis, j'ai tenu mes engagements. Je ne vous ai pas fait, franchement, rigoler. Voilà. Mais le sujet était sérieux. Je voudrais dire, pour conclure, que dans cette stratégie pour l'emploi, il faut bien se garder de rester sur la défensive. Tout ce que je vous ai dit consiste en partie seulement, à solder les erreurs que nous avons faites dans le passé. Il faut aller au-delà, il faut prendre l'offensive et engager résolument la France dans le monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. Nous ne connaîtrons plus la croissance des 30 glorieuses. Nous sommes entrés dans un monde en transformation permanente et nous devons l'accueillir en construisant un nouveau modèle de développement pour nous y épanouir pleinement. Ce modèle, et vous savez quelles sont mes convictions en la matière, il devra être d'abord COP21 compatible, si je puis dire. Plus sobre en consommation de ressources rares, y compris en matière énergétique. Circulaire et non pas fondée sur le gaspillage. Nos villes s'y sont mis. Bordeaux a signé une charte zéro gaspillage, zéro déchet. Il faut passer à l'acte maintenant et tous nous y mettre. Ce sera surtout un modèle fondé sur de nouveaux modes de production et de nouveaux modes de consommation. Et ça me fascine. Nouveaux modes de production, ils seront plus décentralisés qu'aujourd'hui. L'énergie se produira peut-être dans chacune de nos maisons. Je voyais récemment une application de la technologie blockchain qui permet aux particuliers de vendre directement l'électricité en surplus dans leur maison aux voisins. Donc on va décentraliser, peut-être relocaliser la production. Je suis aussi fasciné par les imprimantes 3D qui vont bouleverser les modes de production. À Rennes, j'ai visité aussi un centre culinaire contemporain où on fait des essais d'imprimantes 3D alimentaires. On va fabriquer nos biscuits par imprimante 3D. Tout dépend du produit qu'on y met, naturellement. Il faudra qu'il soit comestible. Et puis, de notre côté, les modes de consommation, inutile de m'appesantir sur ce point, sont en train de se bouleverser. C'est ce qu'on appelle l'économie du partage. Un nouveau modèle aussi qui sera fondé sur de nouvelles relations du travail. Le salariat papa, d'une certaine manière, c'est encore très important, c'est 85% des emplois en France, mais ça ne va pas augmenter, ça va céder la place à d'autres formes de travail, le travail indépendant, l'auto-entrepreneuriat, la pluriactivité, le télétravail, le travail collaboratif. Il faut que nous nous préparions à cela, et tout cela sera irrigué évidemment par les technologies numériques, la robotique, les objets connectés, l'intelligence artificielle. J'entends bien qu'il existe des risques. Il n'y a pas de technologie nouvelle sans risque. Quel sera l'impact de ces transformations sur l'emploi? Ça va en supprimer, ça va en créer. Comment protéger notre vie privée et nos données personnelles? Comment juguler la cybercriminalité, qui est une de nos faiblesses? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous préparer une sorte de saut anthropologique, transhumanisme aidant, mais là je ne veux pas aller vers des perspectives plus philosophiques. Je crois que c'est un astrophysicien célèbre qui nous a dit que l'intelligence artificielle allait signer la disparition de l'espèce humaine. Donc ça c'était pour vous filer un coup de bambou sur la tête à la fin de cet entretien. Quels que soient les risques, je crois notre devoir, notre rôle, c'est de nous y préparer sans timidité, sans frilosité, sans peur, pour en tirer tout le bénéfice. Et je trace 4 pistes de travail. L'éducation d'abord, au travers de l'apprentissage précoce dès l'école, de ces technologies, et notamment du codage, pour que nos enfants ne soient pas perdus ensuite dans leur vie. Deuxièmement, par la formation professionnelle. Il y a dès aujourd'hui des pénuries d'emplois dans certaines filières liées au développement de ces technologies. J'ai visité cet après-midi un site formidable avec Virginie Calmel, c'est une délégation bordelaise qui est l'école 42 financée par Xavier Niel. On y admet les jeunes sans aucune exigence de diplôme, c'est totalement gratuit.
On les forme d'une manière tout à fait originale, avec une liberté totale dans l'organisation de leur travail, mais une méthodologie très précise, et on les forme précisément à s'imiter des technologies nouvelles, et un bon millier d'entre eux trouvent du boulot tout de suite à la sortie. Donc il faut aussi que nous développions ces formations. Nous sommes en déficit d'informaticiens, nous sommes en déficit de spécialistes de l'analyse des données, ce qu'on appelle pour faire savant des data scientists, etc. Je dis au passage d'ailleurs que nous aurions tout intérêt à inciter nos jeunes filles à s'intéresser à ces filières. Dans l'école que nous avons visitée, il y avait quoi, 10% de jeunes filles? Et encore, voilà. Et enfin, donc troisième piste, vais-je dire, l'innovation. L'innovation, il n'y a pas de secret en dehors de l'innovation. Il faut donc consolider le crédit d'impôt recherche, qui est une bonne disposition fiscale, lancer peut-être un PIA numérique, et puis donner à l'Europe aussi un engagement plus fort dans le numérique, et notamment dans la réalisation d'un véritable marché unique. Enfin, dernière idée, garantir l'équité fiscale et sociale, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus. Ces modes nouveaux d'économie du partage appellent des mesures de remise à égalité. Je vois aujourd'hui, dans la préparation de l'Euro 2016, Bordeaux sera une ville-site, il y a beaucoup de réservations qui se font par des plateformes de réservation comme Airbnb ou d'autres. Bon, c'est très bien, sauf que ça devient des réservations de professionnels. Il y a de véritables réseaux qui achètent des immeubles entiers et qui ensuite les louent par le biais de Airbnb. Pas de taxe de séjour, pas de fiscalité, pas de charge sociale. Ça, c'est pas du jeu. Il faut donc rétablir une équité. Madame Hidalgo l'a obtenue pour Paris, c'est qu'elle doit avoir des entrées au ministère. J'ai essayé de faire la même chose pour Bordeaux et les autres villes-sites. Je ne désespère pas d'y parvenir. Voilà, chers amis, ce que j'entendais par reprendre l'offensive et s'ouvrir au monde qui vient. Je voudrais, sans abuser de votre patience, vous voyez que j'ai été beaucoup plus long que vous ne le pensiez. J'ai préparé ce texte avec mes collaborateurs qui m'ont dit ça dure une demi-heure. J'ai dit non, vous allez voir, je vais en rajouter, donc ça durera plus longtemps. Donc je vais arriver à la fin, et la fin c'est un mot sur la méthode. Quand je dis tout ça devant un certain nombre d'auditoires, en général, voilà, il y a plutôt une adhésion à ce programme, mais revient tout de suite la question, qu'est-ce qui nous garantit que cette fois vous le ferez, que vous irez jusqu'au bout et que vous ne vous laisserez pas bloquer par telle ou telle manifestation de rue? Et on évoque évidemment tout de suite 1995, ça ne vous surprendra pas. Heureusement, Maël de Calan n'était pas né, si à peu près, presque. Juste un petit retour historique pour me faire plaisir. On dit toujours que j'ai reculé devant la rue. J'ai fait toutes mes réformes, y compris la réforme de l'assurance maladie. Je me souviens de ce titre de Libération en janvier 96. Que reste-t-il du plan Juppé? Presque tout. J'ai reculé sur une réforme pour laquelle je n'étais pas prêt, contre laquelle on m'avait mis en garde, et j'ai pourtant voulu évoquer, c'est la réforme des régimes spéciaux de retraite, dont je constate qu'elle n'est toujours pas faite. Oublions 95 et projetons-nous sur l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, la société française, d'abord, est mûre pour évoluer. Elle n'est pas aussi bloquée qu'on veut le dire. La réforme, c'est toujours difficile partout. J'évoquais tout à l'heure la réforme d'Obama en matière de santé. Ça n'a pas été un chemin de rose. Schröder a fait des réformes en Allemagne, il a perdu les élections. Zapatero a fait des réformes en Espagne, il a perdu les élections. Je vais faire des réformes en France et mes successeurs gagneront les élections, naturellement. Alors, encore un mot sur la méthode. D'abord, dire la vérité avant. Si aujourd'hui ça bloque, c'est parce que l'électorat socialiste, les élus socialistes ont l'impression d'avoir été trompés. Et comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Jean-Pierre ou Maël, c'est qu'on leur fait avaler une potion qui ne ressemble pas à l'élixir qu'on leur avait distribué en 2012. Donc il faut dire la vérité, et mes 100 jours à moi, ils seront avant l'élection présidentielle. C'est pendant la campagne présidentielle qu'il faudra afficher clairement la couleur en disant « voilà ce que je propose. Je ne veux pas être élu en mentant sur l'ISF, la retraite à 65 ans, etc. » Je le dirai avant, publiquement, et ça fera partie de mon programme. Et si les Français me donnent leur confiance, alors ça vaudra référendum pour faire ces réformes. Et je serai prêt à les faire. Et puis, il y aura les 100 jours d'après, je préfère dire les 6 mois d'après, parce que d'abord il y aura des élections législatives qui vont occuper 2 mois, la constitution de la nouvelle Assemblée nationale. Il faudra être prêt
et agir vite. Je préparerai, je publierai une dizaine d'ordonnances correspondant aux priorités immédiates pour déclencher la confiance et je demanderai au Parlement, enfin le gouvernement demandera au Parlement, dès l'entrée en session, l'habilitation nécessaire pour travailler par ordonnance. Le troisième point de la méthode, sur lequel je voudrais insister aussi, après mes 100 jours d'avant et mes 6 mois d'après, c'est la façon de gouverner. Je l'ai dit tout à l'heure et vous avez réagi positivement, je veux des ministres qui gouvernent leur ministère. Et aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main. D'abord parce que ça valse, pardon, c'est un mauvais jeu de mots, excusez-moi, mais récemment, un responsable européen me disait qu'il avait vu défiler 5 ou 6 ministres français pendant le temps où lui avait assumé ses responsabilités. Depuis 5 ans, je crois qu'il y a eu 4 ministres de l'Éducation nationale. Qui a le pouvoir dans ce cas-là? C'est pas le ministre, c'est l'administration. Donc il faut des ministres stables, durables, peu nombreux, et qui dirigent directement leur administration. Le statut de la fonction publique ne fait pas obstacle à ce qu'on vire un directeur général s'il n'est pas loyal vis-à-vis de son ministre. On le remplace et à ce moment-là, on travaille avec lui. Et on ne gouverne pas avec un cabinet pléthorique constitué de très brillants jeunes inspecteurs des finances et auditeurs à la Cour des comptes ou au Conseil d'État, qui la veille étaient sous l'autorité du directeur général et le lendemain sont censés le vérifier. Ça marche plus. Il faut changer radicalement de méthode. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la méthode. Je termine qu'en termes de méthode, et cette idée est très populaire, me semble-t-il, mais je l'assume, je ne ferai qu'un seul mandat. Et donc, je ne serai pas préoccupé par le souci de ma réélection. Un seul mandat, 2017-2022, mais la France ne s'arrêtera pas en 2022. Et il est légitime, il est nécessaire, il est de ma responsabilité de porter le regard au-delà et de proposer une vision de la France qui aille au-delà. La France, disons, de 2030. Cette mission, je veux la partager avec les jeunes Français, auxquels, vous le verrez en lisant mon livre, je l'ai dédié. Et je leur propose d'aller avec eux vers une France qui soit d'abord redevenue terre de confiance. Une France confiante en elle-même, capable d'assumer sa diversité grâce à la force du bien commun qui rassemble tous les Français. Une France confiante dans l'avenir, dans le progrès, par sa capacité d'innovation et à son formidable esprit d'entreprise, à commencer par celui de nos jeunes. Une France confiante dans son rayonnement en Europe et dans le monde, par ses valeurs et par sa culture. Je leur propose aussi d'aller ensemble vers une France qui redevienne le moteur d'une Europe nouvelle, une Europe politique, une Europe qui aura retrouvé sa voix sur la scène internationale. Je ferai une campagne pro-européenne, quel que soit le risque de le faire. Et je n'organiserai pas un référendum sur l'Europe avant d'avoir construit un projet européen et une initiative conjointe avec l'Allemagne. Une Europe qui garantisse la sécurité du continent dans le cadre d'un partenariat de confiance avec ses alliés et ses voisins, y compris bien sûr la Russie. Une Europe qui organise le destin commun qui doit l'allier avec l'Afrique, une Afrique de 2 milliards d'habitants à la fin du siècle. Nous irons ensemble vers une Europe politique qui soit surtout porteuse de valeurs de civilisation, la dignité de la personne humaine qui est au centre de tout, l'humanisme cher à Jean-Pierre Raffarin, l'égalité entre les hommes et les femmes qui est un principe non négociable, l'état de droit, la démocratie si peu répandue à travers la planète, et puis la culture européenne, la civilisation européenne contre le fanatisme, rempart contre le fanatisme. Toutes ces valeurs, je sais que les jeunes Français les incarnent et les vivent au quotidien. Alors je leur dis, faisons-nous confiance et on va faire de grandes choses ensemble.
Merci. Merci de votre accueil. Une question. Est-ce que vous voulez poser des questions? C'est prévu, donc on va essayer de le faire. Je vous promets d'être bref dans mes réponses. Bien, chers amis, on vous avait promis de la solidité, du sérieux, vous avez été gâtés. Vous avez beaucoup applaudi un certain nombre de propositions. Et comme moi, je pense beaucoup d'entre vous sont à 99% d'accord avec ce que vient de dire Alain Juppé. Il y a un sujet, Alain, dont il faudra quand même qu'on discute, c'est la cuisine en 3D. Hein. Ça, là, on va revenir un peu là-dessus, mais bon, je ne sais pas si c'est Pierre Ménary qui t'a fait découvrir ça, mais on va rediscuter un peu tout ça, parce que restons sur les valeurs. On a demandé à ceux qui Pour voulaient les crêpes bretonnes, ça doit marcher. On a demandé à ceux qui venaient ici par mail à les questions qu'ils pouvaient souhaiter poser. Donc on a quelques demandes, je ne pourrais pas prendre tout le monde. Et je suis désolé, mais Alain a été complet. Il faut donc que les questions soient rapides. Annick Billon, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, Voilà, salut là, Annick. c'est là. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir à tous. Tout d'abord Annick Billon, donc sénatrice de la Vendée. Je pense que The Place to Be ce soir, c'était ici. J'ai vu qu'on était rejoint par le grand journaliste Eldin, donc vraiment, je crois que les jeunes sont là ce soir avec nous. Ma question va être extrêmement courte. On reproche beaucoup de choses au Code du travail, notamment son poids également, et notamment d'être à l'origine du chômage. Quels sont les freins, selon vous, identifiés principaux à la création d'emplois? Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice. J'étais il y a peu de temps sur vos terres, en Vendée, où j'ai fait une belle réunion à La Roche-sur-Yon avant d'aller m'embarquer avec des pêcheurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était un beau déplacement. Tout le monde s'accorde à dire, ou presque, enfin tous ceux qui réfléchissent vraiment à la situation de notre pays, sans préjugés idéologiques, que notre code du travail est trop rigide et qu'il paralyse l'embauche. Il faut donc le simplifier. L'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, distinguer ce qui est un socle d'ordre public qui relève de la loi, et puis renvoyer à la discussion salariale, professionnelle, au dialogue social, tout le reste. Ça prendra du temps. Ça ne se fera pas en l'espace d'un mois ou d'une année ou même de 2 années. Et donc, tout en engageant ce processus, il faut prendre quelques mesures immédiates que j'ai appelées mes déclics de confiance. Premier, c'est la modification du CDI pour aller vers le CDI sécurisé. Je ne reviens pas à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. La deuxième, c'est la suspension provisoire des effets pour 5 ans, donc durable, des effets fiscaux et sociaux du franchissement des seuils, qui sont aussi un frein à l'embauche, 10 et 50 salariés. Troisième, c'est la simplification avec la réforme du compte pénibilité, du dispositif de pénibilité. Voilà quelques-unes des mesures immédiates que j'ai proposées pour débloquer la situation sur le marché du travail. Je n'ajoute pas, bien sûr, le dialogue social dans l'entreprise et les mesures que j'ai prises pour fluidifier la représentation syndicale. Voilà, résumé en quelques phrases, ce que vous trouverez plus largement développé dans le livre. Et merci en tout cas de votre présence et de votre soutien vendéen. Au passage, taux de chômage en Vendée, 7%, hein, 7%. Taux de chômage à Vitré, 5%. Donc il y a des endroits, parce qu'on a su développer un réseau de PME particulièrement entreprenantes et innovantes, où on arrive à se rapprocher du plein emploi. Donc je voulais vous tirer ce coup de chapeau, parce que c'est l'œuvre de tous les acteurs vendéens. Et chacun sait que la Vendée, c'est le Bas-Poitou. Est-ce que Guillaume Richard est ici? Guillaume Richard n'est pas là? Si. Où êtes-vous? Ici. Eh bien, prenez la parole. Visiblement, vous avez un micro. Alors, beaucoup de propositions visent à renforcer la négociation au niveau de l'entreprise plutôt qu'au niveau des branches et au niveau national. C'est une très très bonne chose. Pour autant, on a un problème de représentation sociale au niveau des entreprises. En effet, au premier tour des élections, seuls des candidats mandatés par les 5 syndicats représentatifs peuvent se présenter. Tout ça parce que ces syndicats se sont bien comportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont aujourd'hui un monopole. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait que tout salarié qui est intéressé par la vie de son entreprise puisse se présenter
aux élections professionnelles, puisse représenter son entreprise et qu'on instaure enfin une démocratie dans la représentation des salariés. Je n'ai pas intégré cette proposition. D'abord, je réaffirme qu'il faut développer effectivement le dialogue social dans l'entreprise, où il se passe plutôt bien dans la généralité des cas. Hein. Il y a même des accords dans l'entreprise qui sont signés par la CGT. Ça arrive, alors qu'elle en signe pratiquement très très peu au niveau interprofessionnel ou national. Donc il n'y a pas de discussion, il faut aller dans cette direction. Ouvrir totalement la liberté de candidature au premier tour des élections professionnelles. Je vous rappelle quand même que les critères ont évolué et qu'il n'y a plus simplement aujourd'hui la conduite pendant la guerre, ça a été un petit peu modernisé. C'est prendre le risque quand même de faire exploser toute la représentation syndicale. Or, nous avons besoin, je pense, de syndicats. Et je ne pense pas qu'on puisse affirmer qu'on va se passer de syndicats dans la vie économique de la France. Il faut les responsabiliser, mais il faut travailler avec eux. Donc voilà pourquoi je m'oriente plutôt vers d'autres formules que j'ai rappelées tout à l'heure, le référendum d'entreprise, la modification du statut des représentants syndicaux, la négociation aussi dans l'entreprise, mais parfois dans la branche. Dans les toutes petites entreprises, il peut être utile aussi d'avoir une négociation de branche, à condition de simplifier les branches. Il y en a 750, je crois, en France aujourd'hui, en tout cas plus de 700. On pourrait sans doute en diminuer le nombre. Mais, Merci. voilà. Je voudrais préciser à ce stade que Vraiment ces propositions, c'est l'État aujourd'hui, mais c'est pas la Bible, c'est pas la loi, c'est pas inscrit dans le marbre, donc on va continuer à en discuter. Voilà. Merci. Est-ce que Philippe Bonneau est là? Je suis là. Alors allez-y, c'est la dernière question. Alors profitez-en. Alors, Monsieur le Ministre, déjà, je vous remercie d'être faire partie de cette soirée parce que c'est un grand honneur pour moi. Ensuite, votre équipe m'a demandé de me présenter, mais je pense que ça donnera plus de sens et de cœur, pour être fidèle à Monsieur Raffarin, à ce que je vais dire comme question. Donc, j'ai un parcours de 25 ans au service de l'État comme ancien officier des forces françaises, donc en armée de terre. Donc, je pense saluer mes très vénérables anciens présents dans cette pièce qui se reconnaîtront. Ensuite, j'ai été directeur des opérations pour les Compagnons du Devoir pendant quelques années. Et ensuite, donc, directeur de la formation pour les Compagnons du Devoir. Et j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet d'expertise d'assistance aux entreprises dans le management et l'expertise. Donc, la question. Ma question, la voici. À peu près 150 000 décrocheurs par an, 500 000 jeunes sans avenir en masse globale par an. Depuis plusieurs années, vos prédécesseurs ou les candidats actuels peinent à trouver les solutions pour relancer cette jeunesse qui est en totale défiance le plus souvent face à cette société dans laquelle elle se marginalise ou alors dans laquelle elle se rallie à des causes peu républicaines. Nous en avons eu l'expérience et l'illustration ces derniers mois. Je voulais vous demander, donc, Monsieur le Ministre, qu'est-ce qui est dans votre programme, parce que même si je le vois dans la première proposition et la 6e proposition, et dans votre conclusion aussi, parce que vous parlez de la jeunesse, qu'est-ce qui, pour vous, dans votre méthode, va permettre à un jeune de vous faire confiance dans votre programme pour redynamiser cette jeunesse et la tourner définitivement vers l'emploi? Je vous remercie. Je l'espère tout. Hein, et lisez mon introduction qui s'adresse à la jeunesse et qui l'invite à s'appuyer sur un certain nombre de ressorts, son esprit d'entreprise, son esprit de responsabilité, son esprit de confiance. Donc c'est vraiment un message que j'adresse aux jeunes. Et tout est orienté vers l'avenir de nos jeunes. Si je ne veux pas leur laisser une dette écrasante qui réduirait leur marge de manœuvre, c'est parce que je m'adresse à eux. Et quant à leur formation, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit assez longuement, sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, sur l'orientation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. J'ajouterai juste un mot, je vois Jean-Pic nous quitter, il a beaucoup travaillé avec moi pour mon programme sur la mère des réformes l'école, tu vois, je t'ai bloqué, excuse-moi, mais je ne vais pas plus loin. J'ai dit que c'était la mère des réformes. Il faut commencer dès le plus jeune âge. C'est là que se créent véritablement les inégalités. Hein, il y a 2 chiffres qui m'avaient beaucoup frappé dans ce travail, c'est qu'à l'âge de 3 ans, il y a des enfants qui ont 3 fois plus de mots de vocabulaire que d'autres. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on leur parle, on leur raconte une histoire avant qu'ils s'endorment, et que d'autres n'ont pas cette chance. C'est là que se crée l'inégalité. Et donc il faut mettre le paquet sur les toutes petites classes pour s'assurer qu'en 6e, après, et les enfants n'ont pas décroché, et puis ça se répercute après avec les 150 000 décrocheurs que les... Voilà, je ne veux pas botter en touche sur la formation professionnelle, mais je voudrais insister sur le fait que ça commence dès le début, et que c'est là que la République doit jouer pleinement son rôle de correction des inégalités qu'elle joue mal aujourd'hui. Je propose en particulier
de renforcer les effectifs dans les toutes petites classes. J'avais proposé dans mon livre d'augmenter les salaires des professeurs du primaire de 10% parce qu'ils sont mal payés. Beaucoup plus mal payés que leurs collègues européens. À l'époque, Madame Najat Vallaud-Belkacem avait expliqué que c'était de la démagogie. Et qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est que, voilà, on propose d'augmenter les enseignants. Je suis en train de tenir le compte des promesses préélectorales en ce moment. On avait à peu près 10 milliards de choses non financées. Les miennes étaient financées, je vous renvoie à mon livre. Voilà ce que je peux dire sur la jeunesse. Mais cette jeunesse, pardon, mais je préfère parler des jeunes que de la jeunesse. Et c'est ce que j'écris d'ailleurs dans mon introduction. Parce que c'est pas un tout, la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont au travail, il y a des jeunes qui étudient, il y a des jeunes qui galèrent pour trouver un premier boulot qu'on leur refuse parce qu'ils n'ont pas d'expérience, et pour cause, naturellement. Il y a des jeunes qui sont parfaitement à l'aise dans la modélisation, qui ont l'esprit d'entreprise, qui en veulent, qui travaillent, qui bossent. Ce que j'ai vu cet après-midi, je préfère vous dire que c'était parfois 75 heures par semaine. Il paraît que l'inspection du travail a eu l'idée de s'y intéresser. On a dit non, c'est l'école. Bon. Mais malheureusement, il y a des jeunes qui décrochent complètement, il y a des jeunes qui sont paumés, il y a des jeunes qui sont laissés sur le bord de la route, et nous avons absolument le devoir de nous en occuper. Voilà, donc c'est le cadre d'une politique plus globale, mais en ce qui concerne l'insertion professionnelle, je vous renvoie à ce que j'ai dit. Je veux aussi que nous menions un travail de lutte farouche contre la radicalisation des esprits, en particulier la radicalisation des esprits des jeunes. À l'école, naturellement, sur Internet, on est arrivé à éradiquer les sites pédopornographiques. Il faut le faire avec les sites qui prêchent la violence et le djihadisme, bien entendu. Et puis, aussi, mais là je déborde complètement de la rencontre de ce soir, dans les lieux de prière, j'ai proposé que les imams prêchent en français et qu'ils soient dotés d'un diplôme universitaire qui leur enseigne ce que c'est que la laïcité et les principes de la République. Et s'ils ne les respectent pas, il faut en tirer des conséquences. Nous avons le devoir de protéger notre jeunesse contre ces dérives qui en font la proie après de toutes les dérives sectaires. Voilà ce que je voulais répondre en élargissant un petit peu le spectre de votre question. On va se séparer, c'est toujours un peu difficile, naturellement, mais je vous propose qu'on se retrouve quand même. Parce que la route est longue. La route est longue, je vais continuer à sillonner la France, à faire des rencontres. J'aurai besoin de vous, je compte sur vous et je vous dis merci pour ce soir.